Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. Aujourd'hui, je suis avec Annette Sergent. Donc si vous ne connaissez pas Annette Sergent, c'est une ancienne athlète de haut niveau pendant 15 ans, que ce soit en cross-country, piste et route. Annette Sergent a eu donc 11 médailles en championnat international. Tu as également 2 titres de championne du monde de cross-country en 1987 et 1989. Tu as 32 sélections en équipe de France. Tu as également eu 3 participations aux Jeux Olympiques en 1984, en 1988 et en 1992. Tu as eu 21 titres de championne de France et encore plein d'autres choses. Donc, je voulais un petit peu que tu nous expliques ton parcours de tes débuts dans la course à pied, que tu nous évoques un petit peu ta carrière internationale. Ton palmarès est tout simplement gigantesque et que tu nous évoques ensuite un petit peu ta nouvelle activité qui est d'être sophrologue et également d'être préparateur physique et mental. Donc, salut Annette. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, explique-nous un petit peu tes débuts dans la course à pied et Oui, également que tu nous évoques un petit peu ta carrière internationale qui est, il faut vraiment le dire, brillante. alors j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 10 ans au club local. J'ai suivi mes frères et sœurs en fait. Et puis aussi il y avait le prof de gym qui, c'est vrai, à cette époque-là, les profs de gym étaient très présents et c'est eux qui souvent envoyaient les enfants dans les clubs sportifs. Et donc j'avais été repérée par mon prof de gym lors du cross à l'école. Et donc avait détecté que j'avais des qualités en effet d'endurance. Et puis je suis donc allée au club et là je fais de l'école d'athlétisme, c'est-à-dire pas que du demi-fond, mais du lancer, du saut, de la course de vitesse et tout ça. Et même si déjà voilà, je faisais du cross, on participait à cette époque-là, tout le monde faisait du cross, ça permettait aussi de faire vivre je dirais l'équipe. Voilà, c'était surtout un sport collectif. Et donc, je prenais beaucoup de plaisir à participer. Et puis, après, ça a été, je m'entraînais une fois par semaine. Hein, et après, jusqu'à l'âge de 16 ans, je m'entraînais 2 fois par semaine, voire 3. Mais c'est vrai que cet âge-là, on a plus envie de faire, d'être avec les copains et les copines que forcément d'aller courir, s'entraîner. Et donc, il y a eu une petite période de latence, on va dire. Et puis, à l'âge de 17 ans, j'ai fait un stage d'athlétisme. Et ça m'a vraiment super motivée parce que c'était surtout le côté ambiance, sport, mais voilà, côté sympa. Et ça m'a donné envie d'aller donc dans un club. Là, j'ai été dans le club de la Sulle. Au début, D'accord? j'étais dans mon club local à l'EMS Bron et ensuite je suis allée à la Sullion. Et là, donc, je me suis entraînée 5 fois par semaine. Et c'est vrai que très vite les résultats sont venus. Donc j'ai commencé pour la première année junior à être sélectionnée au championnat de France et ainsi de suite. Et d'année en année, en fait, j'ai progressé. J'ai aussi progressé au niveau de l'entraînement, comment dire, du nombre de séances. Je suis passée de 5 à 6 et chaque année j'ai augmenté. Et donc voilà, et petit à petit, c'est vrai que la motivation de m'entraîner est venue aussi avec les résultats, avec le fait de pouvoir voyager, avoir des performances, avoir malgré tout, voilà, un plaisir d'être reconnue, d'être performante, d'avoir des bons résultats. Et donc ma carrière internationale a commencé en senior, on va dire, et là j'ai été qualifiée très rapidement, enfin à 23 ans, aux Jeux Olympiques. Et ça a été voilà, ça a été ma première grande compétition c'est vrai que c'était pas gagné au niveau des minima, mais au championnat de France j'ai su montrer que vraiment que enfin voilà, je faisais pas semblant et que je menais les courses et ça a plu donc au directeur technique national. Voilà comment ma carrière a commencé. Et ensuite, grâce aux Jeux Olympiques, ça a été un tremplin pour t'amener à 2 titres de championne du monde de cross-country
en 1987 et en 1989. Oui, alors le cross c'était plus on va dire une préparation et surtout pour la piste l'été. Et puis il se trouve qu'en effet j'avais des bons résultats en cross et que ça m'a amené à travailler ça plus sérieusement. Et donc en 86 déjà j'ai été médaille de bronze et que du coup c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent dessus l'année d'après en 87 et j'ai gagné mon premier titre. Oui. Donc c'était vraiment une surprise. Oui, c'était un événement parce que mon intention c'était de remonter sur le podium, mais il y avait deux filles qui étaient, on va dire, largement favorites. euh, Ingrid Christiansen et Liz Lynch qui venaient de battre la meilleure performance mondiale du 10 km, hein, donc elles étaient en 31-30. Et donc elles étaient très en forme et je me voyais pas à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai qu'après, dans la course, voilà, il se joue des choses entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Un cross, c'est aussi tenir compte des éléments du terrain qui était boueux. Et il faut savoir gérer son effort et savoir se battre dans ces conditions qui étaient difficiles. D'accord. Et ta spécialité, du coup, c'était le cross-country ou quelle est Oui, ta discipline la plus favorite? alors, on va dire que c'est le demi-fond, donc les courses en effet de demi-fond, et c'était 6 kilomètres en cross l'hiver, et l'été c'était 3000 mètres et 10 000 mètres, donc j'aimais beaucoup la piste et j'ai été aussi performante dessus. J'ai eu autant de titres de championne de France en cross qu'en piste, et j'ai fait 3 fois les Jeux Olympiques et battu beaucoup de records de France sur piste. Simplement, c'est vrai que j'ai eu moins de résultats, moins de médailles, voilà, aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques que j'ai pu en avoir en cross. Donc, voilà. Après, il y a différents facteurs hein, qui jouent, mais j'aimais autant ces deux disciplines. D'accord. Il y avait Et le côté cross, la nature, voilà, le fait de se battre sans chrono, de donner le meilleur de soi-même sans se poser de questions sur le chrono. Et puis la piste, c'est des sensations différentes, de plus de vitesse, justement de pouvoir aussi comment dire, se comparer, pouvoir se jauger grâce au chronomètre. Donc j'aimais bien pouvoir passer de l'un à l'autre. d'accord. Et explique-nous un petit peu ton après-carrière. Tu courais quasiment tous les jours. Et Oui, là, du coup, actuellement, est-ce que tu cours encore tous les jours ou tu cours juste quelques fois? oui. Explique-nous un petit peu quelles sont tes ambitions actuelles lorsqu'on a été au très haut niveau, lorsqu'on a fini entre guillemets sa carrière de très haut niveau. Quels sont tes objectifs par rapport à la course à pied et à l'athlétisme? Alors j'ai arrêté en fait, j'avais 34 ans, hein, je me suis blessée au moment des jeux, j'aurais pu faire 4 jeux, mais enfin je les ai pas fait parce que je me suis blessée, donc j'étais un peu au bout du rouleau, on va dire. Et c'est vrai que j'ai arrêté ma carrière en étant un peu saturée physiquement et nerveusement, et que cet arrêt m'a fait du bien. J'ai pris un peu de recul avec la course à pied parce que c'est vrai que j'étais voilà fatiguée, je prenais plus de plaisir à courir. Et donc j'ai coupé un bon moment. Et puis je m'y suis remis, puis j'ai eu des enfants aussi, donc voilà. Et après j'ai repris la course petit à petit. J'ai repris plaisir à courir et vraiment maintenant bon c'est du loisir, de l'entretien, c'est pour me garder voilà garder en forme. Et puis c'est un plaisir de faire du sport, de courir et j'essaie de courir 2 fois par semaine. Voilà. Ça se situe selon après mon l'organisation de ma semaine entre des fois 0 et puis des fois 4 fois par semaine. Mais c'est plutôt, on va dire, voilà, plutôt une moyenne de 2 fois. Alors je cours pas très longtemps, mais par contre j'essaie de garder de la qualité de travail, c'est-à-dire que je fais toujours un peu de fractionné, un peu de changement de rythme, des choses toniques avec des côtes, avec un peu de conditions physiques et ça me permet de rester beaucoup plus en forme que si je faisais seulement des footings en endurance. Voilà. D'accord. Et Donc, quant à ma carrière professionnelle, on va dire ce que j'ai fait après, justement, ça m'est venu parce que
Quand j'ai été athlète, je m'entraînais avec d'autres filles, bien sûr, et que à l'entraînement, j'étais pas forcément la meilleure. Et au niveau national, c'est vrai qu'il y avait des filles qui étaient parfois meilleures que moi à l'entraînement, hein. Mais par contre, en compétition, j'étais pratiquement toujours devant. Et ce que je pouvais voir autour de moi, c'est que malgré des super perfs, on va dire, à l'entraînement, en compétition, ça se passait pas du tout pareil. Et donc, j'ai intégré le fait que le mental, c'était quelque chose de super important. Et comment est-ce qu'on peut travailler le mental? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai fait des études de psycho, hein, en parallèle de ma carrière. Et je me suis formée en sophrologie parce que pour moi, ce sont des outils. Avec la sophrologie, on travaille sur la respiration, sur le relâchement musculaire, sur l'imagerie mentale ou la visualisation d'images. Et en fait, ce sont des outils pour agir sur ces ressources internes, pour agir sur la concentration, sur le relâchement, sur la capacité à se projeter de façon positive sur un événement, la capacité à gérer ses émotions justement, et donc tout ça à se transcender au moment de l'objectif. Donc tout ça, voilà, j'ai mis des techniques sur ce que je faisais de façon intuitive, du coup maintenant je transmets ce message aux autres. D'accord. Donc, je voulais revenir un petit peu là sur l'imagerie mentale que tu viens d'évoquer. Je sais par Ouais. exemple qu'il y a une japonaise, alors je me rappelle plus du tout de son nom, qui se programme mentalement à participer ou à gagner les Jeux Olympiques de Mhm. 2012. Je me rappelle plus exactement. Et je voulais un petit peu, tu nous expliques comment on peut programmer son cerveau à aller à telle ou telle performance. C'est-à-dire si on se dit par exemple je souhaite courir en 34 minutes un 10 km, comment le mettre en place dans son cerveau et comment Ouais. l'imagerie mentale est bénéfique pour atteindre justement cet objectif. Alors c'est pas déjà bon, faut préciser que c'est pas de la magie, hein, c'est pas une baguette magique, c'est un entraînement sur des exercices bien précis, et ce qu'on appelle l'imagerie mentale ou la visualisation d'images. Donc on va se programmer, ça va être justement de s'imaginer dans la situation à réaliser avec toutes les qualités nécessaires et le plus concrètement possible, comme si on y était. Alors pourquoi? Parce que le fait d'imaginer, en fait, c'est ça, le système nerveux, il intègre ça comme si on était en situation réelle. C'est-à-dire que quand on imagine, on déclenche des réactions physiologiques, comme si on était en situation réelle. Alors pas jusqu'au déclenchement moteur et du muscle, quoi. Mais par contre, on va déclencher la fréquence cardiaque va augmenter, la fréquence respiratoire, il va y avoir des réactions de débit sanguin, de température, enfin des paramètres physiologiques qui vont changer dans notre corps quand on imagine la situation. Donc ça veut dire qu'on peut travailler sur sa physiologie, sur son corps, se programmer en fait. C'est comme si on enregistrait des messages, comme si on se programmait vraiment pour quelque chose, quoi. Alors évidemment, ça veut dire que c'est un entraînement. On va entraîner son corps à ressentir, à vivre ses sensations, à se sentir, comment dire, efficace, concentré, avoir plaisir à courir, être enthousiasme, dynamique, enfin toutes les qualités qui peuvent être nécessaires, serein, voilà, toutes les qualités qui peuvent être nécessaires, on va les vivre mentalement. Alors c'est vrai que c'est une capacité, hein, parce il faut pouvoir déjà être capable de visualiser des images, de se concentrer, de ressentir des sensations, de bien connaître son corps. Et ça c'est aussi des capacités qu'on a plus ou moins au départ, comme des capacités physiques de vitesse, d'endurance, etc. Mais qu'on va pouvoir travailler. Voilà. D'accord. Je pense que c'est très important, hein, comme tu l'as parfaitement expliqué. C'est de la Et physiologie, voilà. On travaille vraiment sur du concret. d'accord. Et je pense également que ça la permet aussi de d'avoir plus confiance en soi.
Oui, on travaille la confiance aussi, exactement. Quelqu'un, mais ça peut se faire dans tous les domaines, c'est-à-dire, je travaille dans le domaine aussi de l'entreprise et des personnes qui manquent de confiance, pourtant qui sont aussi à des postes de manager, de cadre, mais qui ont du mal à parler en public, à animer une réunion, etc. Ils vont se programmer de la même façon, se voir en situation en étant justement serein et de se voir passer l'obstacle en fait, de se voir faire les choses telles qu'on a envie qu'elles se passent. Mais c'est pas de la magie, c'est que le fait de visualiser, d'imaginer, de ressentir les sensations, on, on, comment dire, on programme on active son système nerveux et on se programme pour réaliser après cette action telle qu'on l'a imaginée. C'est un D'accord. entraînement. D'accord, j'imagine. En gros, c'est savoir au maximum programmer son inconscient pour arriver à atteindre l'objectif Alors, le ouais, plus après précis l'inconscient, possible. c'est vraiment du physiologique, hein, c'est pas justement quelque chose d'abstrait, c'est en effet d'électricité, de chimie, d'échange, voilà, et notre cerveau, il envoie des messages à notre corps, et donc, simplement, faut le faire travailler, ce cerveau, D'accord, ouais. faire Exactement. envoyer les bons messages à notre corps, voilà. D'accord. Et tu évoquais juste avant que tu connaissais des athlètes qui avaient un niveau supérieur au tien et c'est souvent ce que l'on rencontre dans l'athlétisme. Ce n'est pas forcément les personnes qui ont le plus de talent qui réalisent les plus grandes performances. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste le rôle de préparateur physique et mental, puisque tu l'es, et également quelle est la part de mental pour réussir dans la course à pied? Comment enlever ces barrières mentales et qu'est-ce que tu remarques chez les athlètes? Quelles sont un petit peu les barrières mentales que les athlètes se créent? Alors déjà, voilà, enfin j'ai passé en effet mes brevets d'état d'entraîneur, oui, donc j'ai le brevet d'état d'entraîneur deuxième degré, mais en fait, j'interviens plus en tant que du côté justement préparation mentale et donc en lien avec les entraîneurs. Et ce que je peux noter, c'est que c'est souvent... alors, il peut y avoir différentes choses, hein. Il y a des sportifs qui simplement ne savent pas gérer le stress de la compétition et qui perdent tous leurs moyens à ce moment-là. Il peut y avoir juste des problèmes de tension pendant la compétition et qui les handicapent. Il peut y avoir un problème de manque de confiance, de manque de récupération, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dormir les jours avant. Enfin bon, c'est toujours lié, en tout cas autour du stress et des tensions qui peuvent être générées par la compétition. Et donc déjà le fait de travailler sur la respiration et le relâchement, c'est très important. Là aussi, on intervient sur le corps parce que lorsqu'on a du stress, le stress, c'est quelque chose de positif à la base, hein. C'est ce qui permet de mettre l'organisme dans les starting blocks. Voilà, on va déclencher des réactions d'augmentation de la fréquence cardiaque, respiratoire, etc., du sucre dans le sang, pour que vraiment l'organisme soit prêt à se mettre en action le plus rapidement possible et efficacement. Simplement, ça génère pas mal de tensions, pas mal d'émotions, et ça, si on le canalise pas, ça peut être finalement inhiber, on va dire l'action du sportif, quoi. Et en général, quand on est crispé, on n'est pas efficace. Donc, on travaille beaucoup. Je travaille avec eux sur la respiration parce que ça permet d'avoir une meilleure oxygénation. Et évidemment que l'oxygène, c'est quand même l'énergie de base, hein, pour pouvoir bien fonctionner. Et qu'après aussi avec la respiration, on peut calmer, on peut agir sur la régulation des émotions.
Donc ça c'est important. Et puis le relâchement musculaire, pareil, on va travailler sur la relaxation juste avant. Ça peut être les jours en amont et puis avoir réguler en fait son niveau de émotionnel et son niveau de tension musculaire parce que s'il est trop élevé, bah c'est pas bon. C'est bien d'être un peu sous tension évidemment, d'être tonique, mais par contre c'est pas bon d'être complètement tendu, crispé, et là l'énergie elle circule plus du tout. Donc on va agir sur le relâchement, sur des techniques de relaxation, savoir se centrer sur soi, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, pour permettre de se relâcher et du coup après d'être beaucoup plus efficace dans le mouvement. D'accord. Et toi, quand tu avais des grandes compétitions comme les championnats du monde de cross, etc., ou les Jeux Olympiques, comment tu faisais pour enlever tes barrières mentales et croire en tes capacités et à ton potentiel? Alors moi, je travaillais beaucoup sur la visualisation d'images. C'est-à-dire que je me voyais participer à la compétition, aller déjà à la compétition, parce qu'en fait, je m'appuyais sur tous les éléments positifs qui peut y avoir à faire de la compétition. À un moment donné, c'est vrai que on fait de la compétition et du coup, on perd tout le plaisir d'en faire. On est complètement bouffé par le stress. Et donc là, moi, je me voyais aller à cette compétition avec le plaisir d'y aller, de rencontrer du monde, de voyager, de me tester, de voir dans ce contexte-là ce que je pouvais faire, quoi, d'essayer de donner le meilleur de moi-même, c'était mon objectif. Donc ressentir tout le plaisir, le vivre mentalement, me voir avec le plaisir de réaliser cette compétition. Après, je me voyais aux différents moments qui pouvaient me stresser. Je me voyais, voilà, réagir et me dynamiser ou au contraire me calmer par rapport à certains éléments de la compétition. D'accord. Donc voilà, je travaillais surtout quand même sur tous les éléments positifs que pouvait générer pour moi la compétition. J'aimais la compétition et je travaillais là-dessus en fait. D'accord. Et dans ton esprit, tu dédramatisais si tu effectuais une contre-performance. Et du coup, en étant plus zen, plus serein, etc., c'est le meilleur moyen pour faire une bonne performance. Au lieu d'être tendu, stressé et Oui, alors après l'échec c'était un peu différent. Oui, je le gérais. Ça dépendait de l'échec que c'était. Voilà comment j'avais préparé ça. Mais je veux dire qu'en général, quand j'avais bien préparé, quand j'étais sereine, quand j'avais, même si je pouvais être un peu pas à mon meilleur état de forme, mais sereine par rapport à ce que je pouvais donner, juste le fait de me dire que j'allais donner le meilleur de moi-même et puis ma foi il y aurait le résultat qu'il y aurait, ça m'enlevait de la pression. Donc en général je réalisais des bonnes performances. Si au contraire j'y allais en me disant que j'allais échouer, évidemment en général ça marchait pas, quoi, parce que bon, j'ai eu des réussites, mais j'ai aussi eu évidemment des échecs. Donc ce que j'arrivais à faire de façon euh, intuitive, c'était quand ça allait plutôt bien. Mais après, pendant les périodes de doute, là, j'avais pas justement de forcément les ressources. J'en ai eu souvent, hein. C'est vrai que même des fois, je me souviens d'un cross en autre international où 2 jours avant, j'étais au lit avec de la température, etc. Et que je me suis tellement motivée pour me dire que de toute façon j'allais guérir, que j'allais pouvoir participer, etc., que je me suis présentée en n'étant pas au mieux de ma forme évidemment, mais n'empêche que j'avais cette envie d'y aller et que ma foi j'ai passé l'obstacle de quand même je pense avoir dépassé la maladie pour pouvoir participer, quoi.
Donc on a, je pense, une force mentale qu'on utilise plus ou moins, quoi. Et quand on parlait de, de, de pourcentage, là, on va dire que c'est très personnel. Hein. C'est pas mathématique. On peut pas dire il y a tant de pourcents de mental, tant de pourcents de physique, parce que tout est lié. On peut pas séparer le physique du mental. Le fait d'être bien physiquement, évidemment, ça agit sur l'envie, la concentration, tout fonctionne mieux. Mais à l'inverse, si on est moins bien physiquement, là, on peut aller chercher ces ressources internes pour se motiver, pour se concentrer, pour se déterminer. Et pour être positif, pour voilà, s'envoyer des messages positifs. Donc déjà voilà, c'est difficile de séparer le physique du mental, et d'autre part c'est très personnel, c'est-à-dire qu'un individu va avoir des capacités à la base mentale qui vont être meilleures qu'un autre, et puis après ça se travaille, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu remarques chez les athlètes principalement? C'est surtout la peur de l'échec Euh, ou Oui, la peur de pas surtout atteindre cette l'objectif année, fixé? surtout en cette année olympique où il y a des minima, il y a des échéances, où il y a une grosse, il y a beaucoup de buzz autour, quoi. Il y a beaucoup de, voilà, c'est quelque chose de assez sacré, ces Jeux olympiques, et on y met beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça met une pression supplémentaire, et que du coup on a l'impression de traîner certains sportifs ont l'impression de traîner un boulet au lieu que ça les tire vers l'avant, ça les traîne en arrière, quoi. Donc il faut apprendre à se détacher de ce boulet, en faire quelque chose qui soit motivant devant. Et c'est vraiment une question de la concentration. C'est comme un projecteur, en fait, la lumière du projecteur qu'on va mettre, qu'on va déplacer là où on veut aller. Et le projecteur, au lieu de le mettre sur cette échéance et cette performance, on va vraiment les mettre sur ce que l'on peut atteindre, on va dire plus facilement, de façon dans un calendrier plus proche. Enfin, pour mieux m'expliquer, c'est un objectif, le minima, c'est une échéance qui est un peu lointaine et qui est difficile souvent, il y a un écart important avec ce que l'on est capable de faire à une période de la saison, début de saison. Et ben on va se concentrer sur les échéances plus proches et ce qu'on est capable de faire à ce moment-là. Parce que l'important c'est quand même de gravir les échelons petit à petit, plutôt que de regarder tout de suite en haut de l'échelle et de voir qu'en effet l'écart est important. Donc voilà, se positionner sur des objectifs réalisables, et au fur et à mesure, on progresse. D'accord, ouais. Aller étape par étape dans les Étape par différents étape, c'est objectifs super personnels important. que l'on se Voilà. donne. Comme sur une distance longue, par exemple, une fois qu'on a un coup de fatigue, le fait de penser toujours à la ligne d'arrivée, oui, c'est une motivation. N'empêche que pour y arriver à cette ligne d'arrivée, il va falloir se concentrer, se reconcentrer sur les kilomètres qui viennent, sur sa respiration, sur des éléments concrets et qui sont sur lesquels on peut agir tout de suite, quoi. Voilà. Donc c'est important de se motiver sur des éléments euh, qu'on peut atteindre plus facilement. Et entre autres, je parlais de la respiration là, mais c'est vrai que quand on a un- en course un moment difficile, le fait de se recentrer sur soi, sur son placement, sur sa respiration, on oublie du coup un peu ce qui se passe autour, et on fait passer comme ça les moments de souffrance qui sont un peu plus difficiles. La concentration sur soi, on va voilà, amener le projecteur sur des éléments, euh, on va dire, où on peut agir, on peut être acteur. Parce que D'accord. l'important c'est de ça, de ne pas subir. Quand on est le moment difficile, dans la douleur, on a le choix de subir ou au contraire de dépasser ce moment-là. Voilà, il faut trouver des techniques pour dépasser ce moment-là. D'accord. Quand tu dis subir, c'est par exemple donner de l'importance à la fatigue et aux pensées négatives,
alors qu'agir, c'est de se reconcentrer sur sa respiration, son placement, sa course. Oui, parce que quand on est dans le moment difficile, on se laisse aller, on a comment dire, une façon de courir un peu plus lourde, donc on se fait plus mal, on est moins efficace, on s'oxygène moins bien, donc on va essayer de justement de repenser de penser à ça, techniquement mieux courir, mieux respirer, et en pensant à ça, en plus, du coup, on oublie la douleur, on pense à autre chose. D'accord. Et également, tu es sophrologue. En quoi consiste la sophrologie et quels sont les objectifs? Ben voilà, c'est vrai que j'en ai déjà un peu parlé avant. La sophrologie, c'est un ensemble de techniques qui sont inspirées, entre autres, du yoga. À la base, c'était pour donc le créateur de la sophrologie, c'était un professeur, hein, donc issu du milieu médical, qui travaillait sur les modifications du niveau de vigilance. Voilà, donc sur le cerveau et les différents états de vigilance entre la veille attentive et le sommeil. Et on a remarqué que selon si on est en veille attentive ou ben, en phase de sommeil, les ondes cérébrales ne sont pas les mêmes et que ben, notre corps ne fonctionne pas non plus de la même façon. Donc c'est vrai qu'on en fait, l'idée, c'est quand on parle de sophrologie, c'est de se détendre, d'obtenir un état de détente, de relaxation, pendant lequel on va travailler sur des techniques comme l'imagerie mentale, justement, parce que en état de relaxation, euh, les ondes cérébrales sont différentes, on est déconnecté on va dire, de la réalité proche, quoi. On est plus centré sur soi et sur son corps, et que c'est un moment privilégié où on peut, comment dire, ressentir notre corps, des sensations, donc entendre des messages de notre corps, et aussi pouvoir lui en envoyer plus facilement. Voilà, on va se connecter à soi et ben travailler avec son corps. Donc faire travailler son cerveau comment dire avec ce qu'on appelle son système nerveux autonome, quoi, c'est-à-dire tout ce que quand on a des émotions, bah, tous nos organes ils fonctionnent sans qu'on en ait conscience et on va pouvoir bah, là agir dessus en travaillant voilà là-dessus quoi. D'accord. On va pouvoir faire baisser, je veux dire par exemple la respiration, c'est un peu comme une voiture, il y a un accélérateur et un frein, et ben avec la respiration, on peut se dynamiser ou on peut se détendre et donc agir sur aussi l'escalade émotionnelle parfois quand on a du stress et qu'on sent que ça monte, et ben le fait d'avoir une expiration lente et profonde, on va en quelque sorte freiner, appuyer sur le frein et pouvoir diminuer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et tous les éléments bah, hormonaux et autres qui vont faire, qui font que notre organisme se met en accélération. On a vraiment la capacité d'agir sur notre organisme, quoi, sur nos ressources internes. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ces précieux conseils par rapport à la sophrologie et à la préparation physique et mentale. Et également, concernant, beaucoup de coureurs souhaitent affiner sa silhouette en course à pied. Quels sont les types d'exercices que l'on peut faire pour affiner sa silhouette? Alors, affiner sa silhouette, ça veut dire perdre du poids. Ah oui, c'est-à-dire perdre du poids et surtout également obtenir un meilleur gainage. Bah là, oui, enfin après c'est pareil, tout est lié, hein. Je veux dire, c'est vrai que l'activité physique évidemment va apporter un plus dans la mesure où on va brûler des calories, où on va tonifier les muscles et donc permettre que de brûler en effet d'être plus efficace au niveau des tissus adipeux où il y a la graisse.
Mais ça suffit pas, hein. C'est vrai que l'alimentation est évidemment à la base aussi de tout ça. Il faut avoir du bon carburant. Mais l'activité physique peut en effet être un facteur motivant pour mieux manger, pour avoir l'envie de vraiment avoir une alimentation plus saine et équilibrée. Voilà. Et puis après, au niveau en effet, des exercices, au niveau de la course à pied, on dit que l'endurance, en effet, brûle des calories, mais le fait de faire des exercices toniques et de gainage, comme on en parlait là, c'est important. Donc, travail d'abdominaux, de renforcement musculaire à tous les niveaux, ça va permettre de redessiner sa silhouette, de refaire des muscles. Alors, il ne s'agit pas de prendre des gros muscles, hein, il ne faut pas avoir peur de ça. Souvent, les femmes, principalement, ont peur de faire quelques exercices parce qu'elles ont peur de prendre des gros bras ou des muscles. Et non, c'est pas du tout le cas. On fait pas de la gonflette. On va faire simplement du renforcement musculaire. En travaillant les abdominaux, en travaillant les dorsaux, en faisant un petit peu des flexions de jambes, voilà, en travaillant avec une barre légère ou ne serait-ce qu'un manche à balai, hein, ça peut être tout simplement ça, et en le levant au-dessus de sa tête et en le rebaissant, voilà, en essayant de dynamiser toutes les parties de son corps. D'accord. Et également, concernant les personnes qui souhaitent reprendre le sport grâce à la course à pied après une longue période, c'est-à-dire un arrêt pendant 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou malheureusement à cause d'une blessure de 6 mois et 1 an, quels sont les conseils que tu pourrais donner à une personne qui commence la course à pied, donc soit après une longue coupure à cause d'une blessure, ou soit à cause d'un arrêt pendant plusieurs années parce que pour des raisons X ou Y, il n'a plus pratiqué la course à pied. Il faut y aller de toute façon tranquille, c'est-à-dire alterner peut-être au départ la marche et la course. Ne pas vouloir en faire beaucoup. Moi, j'entends pas mal de gens qui me disent oh mais je fais pas grand-chose, je fais 45 minutes. Pour moi, 45 minutes, c'est déjà pas mal, hein. Enfin, c'est déjà beaucoup. Donc, Pour moi aussi. donc il faut commencer. Faut pas hésiter des fois à ne faire. Je veux dire, il y a des gens qui qui débutent vraiment, qui fument des fois, qui n'ont pas de souffle, donc qui n'ont jamais couru. Donc, il faut pas hésiter à faire 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche. Vraiment, après, faut sentir, évidemment, il y a des gens, ils vont faire tout de suite un quart d'heure, 20 minutes, ça va pas leur poser de problème. Mais il faut vraiment pas avoir, se dire, oh là là, je suis pas capable de courir parce que je suis pas capable de faire 20 ou 30 minutes d'affilée. Non, non, il faut y aller vraiment tranquille, hein. Je connais plein de gens qui ont commencé comme ça, marche et course alternées et puis qui maintenant font du 10 km. Donc ne pas pas se dire on parlait d'objectifs tout à l'heure, ne pas se dire oh là là 10 km je serai jamais capable. Non, il faut commencer tout simplement petit à petit, y aller tranquillement et faire de la condition physique. Voilà, ne pas se contenter de courir, c'est déjà bien, mais il faut remuscler tout en même temps. Voilà. Et parce que la course, si on va doucement aussi, ça peut être traumatisant parce que on n'a pas une foulée dynamique. Donc l'idée, ça va être de dynamiser ses muscles pour qu'ils soient plus costauds et qu'ils résistent mieux au choc de la course. Voilà. Après, il y a aussi quelque chose qui est excellent, c'est ce qu'on appelle l'aquajogging. Donc, des fois, quand on a des courbatures ou justement quand on est blessé ou qu'on sort de blessure, aller courir en piscine, c'est excellent. Voilà. Non, exactement, je rebondis sur tes propos. La plupart des coureurs qui commencent la course à pied souhaitent directement courir 30 minutes, 40 minutes non-stop. Et souvent, ils n'y arrivent pas et ils sont vite dégoûtés. Mais si vous commencez avec 1 ou 2 minutes de course, 1 minute de marche, 2 minutes de course, 1 minute de marche, alterner course et marche, c'est vraiment le meilleur moyen pour commencer à habituer son corps à l'effort et ensuite progresser au fil des semaines.
Voilà, tout à fait. Ils vont sentir, de quoi ils sont capables, justement, comme ça. Et puis ils vont y aller progressivement. Ils vont réhabituer leurs muscles progressivement aussi, parce que c'est vrai que si c'est après pour avoir tout de suite mal au mollet, mal au tendon, etc., c'est pas l'objectif. Donc il faut vraiment réhabituer son corps tranquillement, quoi. Ah, exactement, parce qu'au début, comme dans chaque début d'activité, la motivation est au plus haut, mais au fil des semaines, des mois, cela s'effrite un petit peu. Donc, garder au maximum cette motivation pour les semaines et les mois à venir, en Oui. allant doucement au départ, et ensuite, ce sera parfait. Et puis cette énergie, parce que souvent on a, voilà, comme tu disais, l'enthousiasme, etc. Donc on va le faire, et puis L'excitation. après il y a beaucoup de fatigue, et puis après c'est plus dur. Donc il vaut mieux, voilà, faire un petit peu de tout, marche, course, conditions physiques, et puis petit à petit, après dans le footing, mettre des petites accélérations. Alors quand je dis accélération, c'est pas des sprints, c'est des changements de rythme, des changements d'allure. C'est-à-dire qu'on va juste un peu modifier son allure. Parce que beaucoup de gens restent en endurance tout le temps et, euh, et ne progressent pas. Ils se disent mais je comprends pas, je progresse pas. Et évidemment, pour progresser, il faut être capable de modifier un petit peu son allure. Donc je dis bien, c'est pas des sprints, mais juste un peu changer, ne pas être dans une espèce de, de routine. Voilà, essayer, par exemple, quand on court en nature, se dire bah tiens, jusqu'à l'arbre, là, je vais essayer d'accélérer un petit peu, etc. Puis c'est plus ludique, voilà, ça change un petit peu et c'est sympa et c'est efficace. Ouais, exactement. Et pour finir sur une dernière question, donc pour toutes les personnes qui ont un niveau intermédiaire ou avancé dans l'athlétisme et qui souhaiteraient faire de grandes choses, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour arriver à atteindre quasiment le haut niveau? Eh ben, c'est un peu pareil, c'est de tout travailler. C'est-à-dire que plus on va vers le haut niveau, plus en fait, on se spécifie, on va vers le détail et ça devient plus, comment dire, on fait plus de séances de piste enfin bon, quand on court sur route ou en nature, mais je veux dire des séances spécifiques à l'allure de course. Et on oublie souvent les fondamentaux, c'est-à-dire de justement faire de la condition physique, de bien récupérer, de bien s'oxygéner, de faire tout ce qui fait que l'organisme il va être efficace de façon générale, quoi. Et si je parle de ça, c'est aussi mon expérience, parce que quand quand j'ai, on va dire, les dernières années où je courais, je faisais beaucoup de séances voilà, spécifiques, et j'avais oublié un petit peu que c'était important de tout remuscler au niveau. J'avais un peu oublié de faire de la condition physique, et c'est vrai que je me blessais tout le temps. Et c'était pas un hasard, c'est parce que j'avais perdu du muscle, parce que aussi je voulais maigrir absolument, etc. Et donc plutôt que d'être efficace, j'ai perdu au contraire en efficacité, et j'étais moins performante. D'accord, donc toujours revenir à la Toujours revenir base. aux bases. Ouais. Ouais, il y a un moment donné, voilà, ça se construit, c'est comme toujours une pyramide. On part à la base, on construit bien, on construit tout, puis plus ça va devenir spécifique, on va aller vers le haut de la pyramide. Mais après, il faut revenir sur de nouveau une base de travail et repartir comme ça. L'organisme, il a besoin de se régénérer, il a besoin de tout travailler. Si on travaille toujours les mêmes muscles dans le même sens et qu'on fait travailler que, il va y avoir un épuisement et des blessures. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu aimais et qu'est-ce que tu aimes dans le simple fait de courir à chaque fois que tu t'entraînes? Ah, c'est un Qu'est-ce que espace tu ressens? de liberté déjà, voilà. Et alors il n'y a pas toujours des bonnes sensations, hein, des fois c'est un peu laborieux. Mais j'aime sentir voilà, mon souffle, mon cœur qui monte un peu. Enfin, je crois que c'est se sentir son corps, quoi, déjà, c'est vachement important. Et puis justement sentir que même des fois quand on est fatigué, on arrive
à aller quand même, à continuer. Et puis après, on est tellement bien, quoi. Ouais, bah exactement. On a un effet de plénitude qui est très très Voilà, j'ai agréable. l'impression de s'être vraiment fait du bien. Voilà, qu'on a nettoyé Son l'intérieur corps. de son corps, qu'on a bien transpiré et que voilà, on remet c'est le grand nettoyage, quoi. Voilà. Bah exactement, je confirme tous tes propos et bah, je vous laisse vérifier par vous-même. Il y a de très très grandes chances que vous ressentez exactement la même chose. Et puis surtout de se faire plaisir, voilà. Prendre plaisir à être aussi là où on est. Moi, je cours, j'ai la chance aussi de courir pas mal en nature et de pouvoir apprécier ce qu'il y a autour de nous, pas penser qu'à son chrono ou à sa foulée, mais apprécier ce qu'il y a autour. Ah bah exactement, il faut toujours avoir en tête bah, de prendre du plaisir parce que Voilà. On est sinon, avec des gens, de profiter aussi de ça. ouais, voilà, exactement. Et bah merci bah, pour cette interview qui a été vraiment très instructive et puis très intéressante, surtout par rapport au côté préparation mentale et physique, parce que c'est quand même souvent des notions qui peuvent nous échapper, alors que c'est quand même assez important bah, Oui. pour réaliser des bonnes choses par rapport à ses performances personnelles. Ben oui, l'individu est un tout, il faut tout prendre en compte. Voilà. Également, bah, je vous invite à aller voir donc ton site annettesergent.fr où tu expliques un peu plus en détail la sophrologie, etc. Donc Oui. si vous Et puis voulez en savoir plus. ouais, ouais, tout à fait. Il y a le site, voilà, j'interviens avec la Fédération d'athlétisme sur le site je suis un coureur.com aussi. Voilà, donc il y a différents conseils et Tu interviens aussi chez Adidas de temps en temps. oui, 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 pour justement entraîner, coacher sur des courses, enfin coacher de façon collective, oui, pour préparer une course. D'accord. Donc vous pouvez retrouver Annette dans tous ces différents endroits, que ce soit sur ton site, la Fédération française d'athlétisme ou peut-être, par exemple, chez Adidas ou d'autres meetings. Voilà, tout à fait. Ok, bah merci une nouvelle fois bah, pour bah, tous ces éléments et bah, je te dis à bientôt. À bientôt, merci bien. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas également à la partager sur Facebook ou sur Twitter. Également, laissez-moi bah, votre opinion sur cette interview ou si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles interviews d'experts dans la course à pied. C'était Maxence Rigotier du blog courseapied.com. À bientôt!